Σας καλωσορίζουμε. Je vous souhaite la bienvenue. C'est la dernière session pour ce colloque, qui a été très intéressant d'ailleurs. Je m'appelle Penelope Matsuka, je viens de l'édition Anavasi, que vous avez écouté à plusieurs reprises, et il faut faire les ponts de 200 ans au moins entre la cartographie innovante de l'expédition du Morée et le futur que nous allons suivre bientôt. Je vais dire deux mots à titre personnel, car ayant un certain âge ici, j'ai vécu les changements dramatiques pour ce qui est de la cartographie durant ma vie d'adulte, et dès le début, ma vie a été identique au développement de la cartographie en tant que voyageur aux montagnes grecques aux années 80. Quand je commençais à visiter les montagnes, il y avait une disponibilité de cartes qui était très limitée à l'époque. Bien au contraire, à la France, comme des voyageurs, nous avons pu visiter à l'époque Mont Blanc, qui était le Bible des amateurs de montagne. Les cartes étaient vraiment très impressionnantes. C'était l'amour de tout alpiniste, où on pouvait se promener aux montagnes, n'importe au-delà plutôt de conditions de temps. La seule source pour nous, les alpinistes, mais pour la société, étaient les cartes détaillées. Des informations de topographie existaient, mais c'était aussi le service de l'armée. Mais il y avait un problème. Seulement une petite partie du pays était disponible pour le public, à 100 km de frontières. Donc, vous pouvez l'imaginer, dans ce pays qui est plein de frontières tout autour, les cartes grecques n'étaient pas disponibles. Donc, ayant la volonté de combler cette lacune, nous avons commencé à la fin des années 90 une aventure de cartographie et d'édition qui dure jusqu'à nos jours. Dans cette phase-là, les moyens à notre disposition pour cartographier les différents territoires, les différents moyens, les différents territoires étaient vraiment très faibles sur la montagne. Soit les boussoles ou les altimètres devraient être utilisés, soit quelques GPS avec des compétences très limitées et une exactitude bien limitée. Le passage de ces données sur les cartes en papier était très problématique. Au XXIe siècle, nous avons vu des grands changements. Le GPS a été utilisé de manière plus ample et nous avons pu voir le GIS, soit les informations géographiques. La géoinformatique devenait de plus en plus fréquent. Environ 2004 ou en 2005, nous avons vu également en Grèce quelques nouveaux outils, quelques environnements très nouveaux, Google Maps, Google Earth, nous en connaissons, qui ont ouvert un nouveau chapitre en cartographie. Puis après, les changements étaient exponentiels, des nouveaux outils, des nouvelles possibilités, My Maps, Street View, l'IA, très récemment. Il y a aussi l'histoire de l'OpenStreetMap. Une carte de tout le monde qui est bâtie largement à cause de bénévoles et circule comme un outil de contenu ouvert. Donc, dans quelques décennies, nous avons passé d'un accès limité à des bases de données bien vastes et à des données de cartographie ample. Je m'interroge qui est le rôle de l'auteur de la cartographie et de la carte aujourd'hui, car les développements sont vraiment exponentiels. Google Maps peuvent-ils nous naviguer ou peuvent-ils nous proposer une destination selon notre profil? Nous, en tant que société de cartographie, nous suivons de près les développements dans la mesure du possible.
Le focus important n'est pas juste d'offrir une réalité augmentée aux promeneurs. Oui, c'est ça. Il y a des projets qui sont bien financés, mais donner aussi la possibilité d'être en contact avec la nature, ayant comme un outil une carte numérique. Au-delà de ça, nous passons d'une phase de lacune, par exemple le cadastre ou le monde numérique dans notre pays, nous sommes passés à 55% des cartographies dans notre pays, malgré le début qui était merveilleux des cartes, l'exposition des Morées et aussi la vision des Capodistrias ou des Tricoupis. À l'époque, ces lacunes qui existaient, qui étaient un obstacle pour les plans topographiques ou la gestion environnementale. Ici, nous allons faire un saut et nous allons parler de l'évolution de la cartographie au XXIe siècle, car de façon diachronique, nous avons eu des scientifiques merveilleux, comme vous allez le voir à travers les présentations que vous allez entendre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Angelos Adamakopoulos et je suis le fondateur de la Société française Ubicarta, qui est une agence spécialisée dans les solutions et les contenus cartographiques sous leur forme numérique et imprimée, et avec un attachement historique au secteur du tourisme et des activités de plein air. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs de cette superbe journée d'études, extrêmement intéressante pour moi personnellement et je pense pour beaucoup ici, et qui est aussi importante pour comprendre à la fois l'histoire, mais aussi le présent, et peut-être aussi anticiper ce que pourrait être l'avenir pour nos deux pays, pour l'Europe. Nous allons donc voir ensemble, et avec l'aide des deux professeurs qui vont intervenir après moi, comment évolue aujourd'hui la cartographie, qui est une science ancienne en perpétuelle évolution. Avant, par contre, de se lancer dans une prospective périlleuse sur l'avenir, je voudrais faire avec vous un pas de côté vers les origines de la cartographie, voir un peu comment tout cela a commencé. Et donc, pour commencer, nous allons voir que nous sommes aujourd'hui 5000 ans après ce que l'on pourrait appeler la première carte. Donc, il existe des représentations plus anciennes retrouvées dans des grottes ou gravées sur de l'ivoire, mais cette tablette en argile de 7 cm par 12, qui date du 3e millénaire avant Jésus-Christ et qui a été retrouvée en Irak actuel, donc près de la ville de Gassour, elle présente de nombreuses caractéristiques d'une carte telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Donc on y retrouve par exemple une orientation. Donc vous voyez ici, on a le nord qui est indiqué. On y retrouve également des pictogrammes. Donc on en a plusieurs sur la carte. Ici, on retrouve juste un exemple, une rivière et des montagnes à plusieurs endroits. On trouve également donc, des détails orographiques et des toponymes. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler la première carte, même si évidemment on ne peut pas en être certain. On est également 3000 ans après les débuts de la topographie chinoise. Donc on voit ici une très belle carte topographique chinoise sur soie qui date d'avant Jésus-Christ. Et donc bien avant cette carte, donc dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, les cartographes chinois ont commencé à utiliser des méthodes avancées, donc le carroyage, découpage d'un terrain en carré ou en rectangle, la mesure des distances plus précises, l'emploi de la boussole. Donc on ne la date pas très précisément, mais au moins à partir du 10e, 11e siècle. Donc tout cela pour administrer évidemment l'empire chinois plus efficacement. Et ensuite, c'est l'expansion de l'islam vers la Chine qui va permettre de transmettre ces méthodes vers l'Ouest. On va également fêter les 1900 ans de la géographie de Ptolémée,
dans quelques décennies. Euh, donc, à l'époque, Ptolémée a rédigé ce qu'on pourrait appeler son manuel de géographie. Donc, on n'a pas de vestiges de ce traité, mais il est largement connu dans l'ensemble du monde gréco-romain. Et en fait, cette œuvre constituait une introduction à la fois théorique et pratique à la cartographie en tant que science. Et donc, elle a été redécouverte et traduite par les savants arabes par la suite, toujours lors de l'expansion de l'islam. Et donc, le traité sera ensuite diffusé dans l'Europe, l'Europe chrétienne. Et donc, j'ai retrouvé donc en superposition de cette très belle reproduction du XVe siècle, euh, une version qui nous montre ce que pourraient être ces frontières, voilà, avec plus de clarté. Vous voyez que la qualité de certains traits de côte est assez impressionnant pour l'époque. Nous sommes également 450 ans après l'Atlas de Mercator. Donc, il s'agit du premier ouvrage appelé Atlas de l'histoire, que Mercator n'a pas pu terminer, mais qui, voilà, il en est quand même l'instigateur. Et donc les Pays-Bas s'affirmaient à l'époque comme la nouvelle puissance maritime, en supplantant toutes les nations méditerranéennes. Et ils sont devenus également les principaux producteurs de cartes de leur époque. Et ils sont également considérés comme les fondateurs de la cartographie moderne. Et on voit en fait que cette carte, cet atlas, est un des premiers qui couvre quasiment la totalité du globe terrestre. L'autre innovation de cet atlas, c'est sa projection. Ça parle peut-être à certains, la projection de Mercator. En fait, c'est une projection cylindrique qui était très utile aux navigateurs, mais qu'on utilise encore aujourd'hui, même si l'on ne fait pas de navigation, puisque la très très grande majorité de nos cartes numériques, et surtout celles qu'on retrouve dans les applications mobiles, utilisent une projection très proche de celle que vous voyez ici, de la projection de Mercator. Pour parler un peu plus de l'héritage français et faire un lien avec la journée de l'expédition scientifique de Morée, euh, on va parler de cette épopée cartographique qu'a permis la famille Cassini et donc qui a démarré à la fin du XVIIe sous ordre de Louis XIV, qui a demandé en fait à l'Académie de dresser la carte avec la plus grande exactitude possible du royaume de France. Et donc, pour atteindre cette précision, la création de cette carte par les Cassini a employé la méthode de la triangulation pour la première fois à grande échelle, à l'échelle d'un territoire grand comme la France. Et, et donc, cette triangulation a été, comme on a pu l'entendre ce matin, une avancée majeure dans l'histoire de la cartographie terrestre. Cette épopée cartographique donc, des Cassini, avec la création donc, de la carte de France à une échelle très précise d'à peu près 86 millièmes, a été conduite donc, par 4 générations successives à partir, et donc les premières feuilles ont été publiées à partir du milieu du XVIIIe. Et au cours des 200 années qui ont suivi, d'autres innovations ont permis d'améliorer la précision des cartes et évidemment la surface cartographiée avec précision de la Terre. Et parmi ces innovations, donc, certaines ont permis aux scientifiques de prendre de la hauteur. On a par exemple les ballons d'air chaud, les avions, mais peut-être que la plus disruptive parmi ces innovations a été le vol spatial, hérité des fusées de la Seconde Guerre mondiale, qui ont permis donc notamment
le lancement de satellites. Et donc, il y a un peu plus d'un demi-siècle, étaient lancés les premiers satellites. Donc, vous voyez ici sur la gauche une des premières images satellites de résolution correcte, on pourrait dire, donc prise sur la côte ouest de Dakar, au Sénégal. Et sur la droite, je vous ai mis un exemple d'un satellite, non pas d'observation, mais de géopositionnement, donc un satellite américain GPS, dans ses versions les plus modernes. Voilà, pour avoir une idée de ce qui nous guide aujourd'hui dans nos voitures et sur les sentiers. Et en fait, ces 20 dernières années, grâce à ces innovations, la cartographie s'est démocratisée. Beaucoup d'évolutions ont permis cette démocratisation. Les outils numériques, évidemment, qui permettent à la fois la création, mais aussi l'affichage des données cartographiques. Et donc, parmi toutes ces innovations, comme je disais, le positionnement par satellite est sans doute l'innovation la plus importante. Et c'est celle qui a permis aux outils numériques d'avoir un avantage indéniable par rapport au support papier, qui est de voir sa position sur la carte. Ça a été une vraie révolution que la plupart ici ont connue et qu'on oublie presque tellement c'est facile et pratique. Mais voilà, tout cela repose évidemment sur une technologie très très pointue avec des horloges atomiques ultra précises à bord des satellites et tout un réseau de communication qui permet à ce système de fonctionner. Les appareils que nous avons aujourd'hui, donc vous avez des petits exemples ici. Donc, on part de la gauche au début des années 2000 avec une navigation principalement dans les voitures jusqu'à aujourd'hui où on a une technologie encore plus avancée à notre poignet avec des montres connectées qui permettent d'afficher à la fois une carte, un itinéraire à suivre, notre position. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à cette technologie de cartographie, affichage cartographique, positionnement, sans même avoir besoin, en réalité, d'un téléphone portable. Donc, on observe qu'il y a une miniaturisation progressive de la technologie. Donc, en même temps que la démocratisation de la cartographie, celle-ci est aujourd'hui mise à jour en continu grâce à de diverses sources. Donc, on a vu les satellites. Les avions continuent de voler, à prendre des photos et faire des relevés lidar de plus en plus précis de la surface du globe. Des drones sont également utilisés pour réduire le coût et couvrir avec une très grande précision des surfaces plus petites. Le collaboratif également, donc l'apport des utilisateurs volontaires ou involontaires vient corriger, compléter, modifier les cartes que nous utilisons. Et là, je voudrais souligner que, à part Google, qui est un acteur très connu dans la cartographie, le projet OpenStreetMap est un très bon exemple d'une cartographie qui est quand même très ouverte, totalement collaborative et qui permet donc à tout le monde de contribuer, mais aussi de pouvoir profiter de cette mine d'informations mondiale assez complète et précise pour diverses applications, que ce soit pour un usage privé ou professionnel. Et dernière image en bas à droite de cette diapo, les objets connectés qui eux aussi viennent contribuer à cet écosystème, à l'enrichissement des cartes, mais aussi d'autres types de données qui viennent alimenter de grandes bases de données cartographiques et autres qui, ensemble, synthétisent donc l'information, qu'elle soit cartographique ou non cartographique, afin de la mettre à la disposition de tous les utilisateurs privés et professionnels. Ici, un exemple de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors,
Euh, Mes collègues en diront beaucoup plus sur cet aspect, mais juste pour vous donner un premier aperçu, euh, en fait, ce que vous allez voir ici, c'est simplement une image aérienne sur laquelle un algorithme entraîné avec quelques dizaines, quelques centaines de photos à reconnaître des parkings, va venir tout simplement reconnaître la zone du parking sans aucune intervention humaine, autre une éventuelle vérification a posteriori. Mais la reconnaissance elle-même peut se faire de manière totalement automatique. Et ce principe-là est valable pour reconnaître des routes, des sentiers, des habitations, des bâtiments, etc. Donc, on observe depuis quelques années, c'est relativement récent, euh, que en fait la vision, la vision par ordinateur, l'apprentissage machine, qu'il soit supervisé ou non, permettent en fait à la cartographie d'être plus complète, plus rapide dans sa mise à jour, la mise à jour des cartes et des bases de données cartographiques, euh, et peut-être nous faire un petit peu peur aussi, tant elle devient efficace aujourd'hui. Et donc pour terminer, une petite vision de l'avenir. Euh, Ça, c'est un exemple de lunettes connectées euh, d'une firme très connue sur laquelle donc, on peut voir une carte assez schématique. Et c'est là où finalement on pourrait avoir un petit peu peur de perdre la cartographie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc la cartographie et les sciences géographiques vont évidemment continuer à évoluer. Les outils les plus modernes vont être utilisés très rapidement, puisque c'est une industrie qui pèse très lourd aujourd'hui, donc qui est capitale pour beaucoup d'autres industries, qui est une industrie support à un très grand nombre d'industries et d'applications. Et donc, la cartographie et les sciences géographiques vont devoir aider à répondre aux défis que nous aurons, donc qu'ils soient sociétaux, économiques ou climatiques. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un outil très important pour mieux connaître le territoire et prendre des décisions. Ce qui nous fait peut-être un peu peur aujourd'hui, c'est que les données brutes qui sont analysées de manière automatique n'ont même pas besoin en réalité de passer par un affichage cartographique. Car si l'analyse se fait à 100% par une machine, euh, on pourrait penser que les cartes vont en partie disparaître, puisque à la fois la captation, l'analyse et la prise de décision, dans une certaine mesure, peuvent être automatisées. On n'y est pas encore. En tout cas, l'usage pour le grand public va lui aussi continuer d'évoluer. Ma vision, c'est celle d'un modèle un peu plus épuré que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, des cartes de plus en plus simples, des cartes ou les plans des rues qui s'estompent un peu au profit d'indications simples qui nous mènent à notre destination sans se soucier de ce qu'il y a autour de nous. Euh, et aussi d'algorithmes qui vont anticiper nos choix, nos déplacements avant que nous prenions nous-mêmes la décision et qui vont peut-être même nous proposer d'organiser nos vies privées et professionnelles, peut-être même au-delà des déplacements, puisque je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui à utiliser des outils cartographiques, non seulement pour nous rendre à un endroit, mais aussi pour consulter à l'avance ce qui se trouve à un endroit et où se trouvent nos proches, etc. Donc il y a d'autres applications que nous utilisons déjà qui vont au-delà de la cartographie traditionnelle, de l'usage traditionnel de la carte et même de la carte augmentée que nous avons dans nos smartphones. En somme, pour terminer, donc, dans un monde qui est envahi d'applications, et je vais vous en montrer deux pour terminer cette présentation, euh, certaines de ces applications tentent aujourd'hui de devenir des super applications qui prennent le relais sur d'autres applications afin
de concentrer les usages, concentrer l'attention et l'utilisation des utilisateurs sur un seul écosystème, une seule application. Et donc, celle qui s'imposera parmi ces applications sera peut-être une application cartographique. Voilà, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup pour votre attention. Avant de passer la main à M. Krasanakis, qui vous donnera un aperçu de ses travaux sur la modélisation de la lecture de cartes, je vous partage donc deux applications développées par notre société, Ubicarta. Donc la première s'appelle IGN Rando. Elle a été développée en partenariat avec l'Institut national de l'information géographique et forestière. Donc une application de randonnée qui permet à des dizaines de milliers de Français et de non-Français de randonner sur la France. Et la deuxième s'appelle Carte Michelin. Donc ça, c'est une collaboration avec les éditions Michelin. Donc un autre exemple d'un partenariat avec un acteur un peu traditionnel de la cartographie, très connu en France et dans le monde entier. Et donc ces deux partenariats ont permis à notre société de se lancer et ont permis aussi peut-être à transmettre aux générations un peu plus jeunes ce qui est la cartographie un peu plus traditionnelle, comme on la faisait autrefois et jusqu'à récemment. Et donc voilà, on continue à évoluer vers des logiciels encore plus modernes, mais on a à cœur à mettre en avant les acteurs historiques, à, à ne pas oublier les racines de la cartographie et les usages qui en découlent. Merci beaucoup. Τεχνικά δεν μπορεί να δουλέψει το Duplicator. Όχι, θέλω να το βγάλουμε από εδώ. Να το βάλουμε με το PDF. Περίμενε. Γιατί το έπλα Duplicator, αλλά νομίζω έχει presentation. F9. F11. F11. F9. Περίμενε. Να το. Νομίζω είναι ok. Το έχω κάνει όμως. Να το πάω σε constraint. Ναι. Και δεν θα βλέπω. Μπορούμε να... Okay. Τέλεια. Να το. Όχι. Θα πάω πίσω όμως. Okay. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Merci beaucoup pour votre invitation et félicitations pour cette journée d'études. Je voudrais commencer ma présentation par un bref historique sur l'évolution de la forme de la carte. Mais avant cela, j'aimerais que nous examinions deux définitions fondamentales. Selon le plan stratégique 2019-2027 de l'Union cartographique internationale, la cartographie est à la fois une science, un art et une technologie. Une technologie liée à la création et à l'utilisation des cartes. En conséquence, la carte est une représentation visuelle abstraite de l'environnement dans lequel nous vivons et évoluons.
Voyons donc à travers quelques exemples comment a évolué la carte ces dernières années. Vous voyez ici un exemple classique d'une carte historique du Péloponnèse. Cependant, depuis de nombreuses années, et je l'espère encore aujourd'hui, lorsque nous parlons d'une carte, nous pensons à un produit analogique, généralement sous forme imprimée. Vous voyez ici une partie d'une carte imprimée d'Athènes. Mais bien sûr, comme Agélos l'a mentionné déjà, nous vivons aujourd'hui à l'époque des technologies numériques. Les cartes ont pris presque exclusivement, je dirais, une forme numérique. Plus précisément, nous parlons de cartes numériques qui nous aident à nous orienter et que nous utilisons via des appareils de tous les jours, tels que les smartphones et les montres connectées. Il existe également des cartes tactiles, des cartes sous forme d'hologramme, mais aussi des cartes disponibles dans des environnements de réalité virtuelle ou même augmentée. Je pense qu'aujourd'hui, les cartes interactives en ligne constituent le type de carte le plus fréquemment utilisé par l'utilisateur moyen. Ces cartes ne servent pas seulement à représenter de manière abstraite une partie du monde réel, mais constituent des systèmes puissants dans lesquels l'utilisateur peut poser des questions et obtenir des réponses. Par exemple, comment puis-je me rendre du point A au point B? Même si, comme je l'ai dit au début, la cartographie est aussi un art, les symboles cartographiques suivent certaines règles spécifiques. Par analogie avec la grammaire de la langue naturelle, en cartographie, nous utilisons un ensemble de règles et de variables qui, dans la pratique, nous aident à visualiser les différences qualitatives et quantitatives entre les éléments géographiques représentés sur les cartes. Sur la diapo, vous pouvez voir les variables visuelles, dynamiques et acoustiques de la symbolique cartographique. La carte est donc une représentation symbolique, une abstraction de la réalité qui reproduit en pratique certains éléments choisis de l'espace géographique. Elle diffère ainsi d'une photographie ou d'une simple image. À gauche, nous voyons une image satellite de la région où nous nous trouvons aujourd'hui, mais si nous examinons cette même région sur de différents supports cartographiques, nous remarquons que l'image change. Ceci est vrai même lorsque l'on observe la même région sur le même outil, mais à différents niveaux de zoom, et je parle ici d'outils numériques. Pour mieux comprendre le processus que nous appelons la lecture d'une carte, examinons ici une représentation schématique simplifiée du modèle de communication cartographique. Selon ce modèle, pour créer une carte, le cartographe codifie l'information cartographique, tandis que le lecteur tente de la décrypter et de l'interpréter. En pratique, la carte sert de véhicule, si vous voulez, pour transmettre un message. Le message finalement transmis au lecteur, c'est le résultat de la perception du cartographe et du lecteur concernant cette partie spécifique de l'espace géographique. Cependant, cela peut soulever de nombreuses questions légitimes, telles que celles qui apparaissent sur la diapositive. Par exemple, comment le processus de la lecture est-il influencé par les choix du cartographe? Ou comment le lecteur réagit-il aux différents symboles cartographiques? Et bien sûr, de nombreuses autres questions pertinentes
qui peuvent toutefois être approfondies si nous sommes en mesure de trouver des mécanismes qui permettent de mesurer la réponse de chaque lecteur. Avant de voir des exemples concrets, pratiques, de la manière dont nous pouvons mesurer la réponse de l'utilisateur, je voudrais mentionner que l'étude de la lecture des cartes suit des approches interdisciplinaires qui sont liées à l'étude de données relatives à la perception visuelle et aux processus cognitifs qui interviennent lors de l'utilisation des cartes. Ceci nécessite la réalisation d'études expérimentales, mais aussi l'analyse et la modélisation des données collectées. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Des études, principalement dans les domaines de la psychologie et des neurosciences, nous avons appris l'existence d'un ensemble de caractéristiques appelées les caractéristiques pré-attentionnelles. Il s'agit de caractéristiques telles que le mouvement, la couleur ou certaines propriétés des différentes formes qui sont disponibles dès la première étape de la vision. Et le système visuel de l'être humain peut les détecter rapidement. Par ailleurs, il a été démontré grâce à des recherches que ces caractéristiques peuvent guider l'attention sélective du lecteur. Mais pourquoi cette propriété de la vision est-elle intéressante en cartographie? Si l'on considère des exemples de cartes contemporaines, nous comprenons facilement que les caractéristiques de l'attention existent déjà dans les symboles cartographiques. Ainsi, dans la recherche cartographique, il est intéressant de voir si, de manière générale, les découvertes dans le domaine qui étudie le fonctionnement de la vision s'appliquent aux cartes qui, comme j'ai déjà mentionné, sont des représentations abstraites. Nous pouvons toujours changer les cartes alors que ce n'est pas le cas pour les images. Voyons maintenant quelles techniques nous permettent d'enregistrer la réponse d'un lecteur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'exploiter des différents capteurs, des capteurs qui collectent différents signaux biologiques. Sur la diapositive, vous pouvez voir des techniques qui ont prévalu ces dernières années pour la réalisation d'expériences cartographiques. Certaines sont simples, tandis que d'autres sont plus complexes. L'une des techniques les plus populaires utilisées pour étudier le comportement de réponse des lecteurs est celle d'enregistrement et d'analyse des mouvements oculaires. Cette technique consiste à enregistrer la position spatio-temporelle du regard lors de l'observation d'une scène visuelle. En termes simples, cela se fait à l'aide de systèmes qui utilisent des caméras et, grâce à l'application d'algorithmes, sont en mesure de traduire les mouvements des yeux en mouvements sur les scènes observées. Vous pouvez voir ici quelques images du système de suivi des mouvements oculaires utilisé dans notre laboratoire à l'Université de l'Attique occidentale. Compte tenu des fréquences d'échantillonnage élevées, les données produites sont assez denses. Sur la diapo, vous pouvez voir un exemple où, avec une couleur rouge, ces points rouges, nous avons enregistré les positions du regard avec une fréquence d'échantillonnage de 2000 Hz sur une période de 3,14 millisecondes. Vous comprenez donc ô combien c'est fréquent. Ici, dans la partie supérieure de la diapo, nous voyons quelques exemples de traces optiques créées par 3 observateurs différents lors d'une procédure de recherche sur le même fond cartographique. Vous comprenez donc que si nous réalisons un expériment avec plusieurs observateurs, les motifs
qui en résulteront peuvent différer considérablement les uns des autres. C'est pourquoi des méthodes ont été développées pour rendre compte du comportement dit cumulatif de la réponse. Au bas de la diapositive, vous pouvez voir la création d'une carte thermique qui indique justement la manière dont l'attention visuelle des différents observateurs est répartie lors de l'observation d'un stimulus visuel. Concrètement, cette carte est en mesure de nous montrer les éléments, les régions qui attirent le regard des observateurs le plus. Ainsi, en nous basant sur ce type de mesures, nous pouvons délimiter et classer les zones d'intérêt. Vous voyez ici un exemple où des zones d'intérêt d'une recherche récente où nous localisons les zones d'intérêt lors de l'observation d'un relief cartographique. C'est une recherche sur les ombres du relief sur la carte. De plus, grâce à des techniques de modélisation mathématique, nous pouvons créer des modèles qui décrivent les différences existantes dans la manière dont nous observons différentes cartes d'une même région ou les différences liées à l'observation de la même carte par des groupes d'observateurs présentant des caractéristiques différentes, par exemple par rapport à leur niveau d'expérience. Alors que les techniques d'enregistrement de mouvements oculaires nécessitent généralement l'utilisation d'équipements coûteux, chers, il est particulièrement intéressant de voir s'il est possible d'obtenir la réponse de l'utilisateur à partir de la manière dont il déplace le curseur. Des études menées dans le domaine plus vaste de l'utilisabilité et de l'interaction entre hommes et machines ont montré une corrélation entre les deux mouvements de l'ordre de 60 à 70 %. Dans la diapositive, vous pouvez constater quelques exemples d'expériences cartographiques qui enregistrent à la fois la position du regard et les mouvements du curseur de l'observateur. Vous comprenez donc que la collecte de données sur les mouvements du curseur permet de collecter des données dans des conditions en dehors du laboratoire. Cet élément est important car il permet aux chercheurs de collecter des données auprès d'un plus grand nombre d'observateurs. Ici, à gauche sur la diapo, vous voyez un cadre que nous avons développé pour la réalisation d'expériences de collecte de données sur le mouvement du curseur exclusivement via Internet. Nous avons développé cela pendant la pandémie du COVID. Il est également intéressant de noter que dans la littérature internationale, des études et des applications ont été publiées qui soutiennent l'enregistrement de mouvements oculaires à l'aide de simples caméras en ligne. C'est un défi et c'est un domaine sur lequel nous travaillons actuellement à l'université. Sans doute, comme vous pouvez le constater, les données décrivant les stratégies des utilisateurs appartiennent à la catégorie de mégadonnées. M. Halkias va aussi l'évoquer. Ces mégadonnées, outre la compréhension de ces stratégies, peuvent également jouer le rôle de données de vérité, de ground truth en anglais, pour l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en mesure de prédire le comportement de l'utilisateur afin de pouvoir créer des cartes qui s'adaptent à l'utilisateur lui-même. Vous pouvez ici voir un aperçu d'un référentiel web ouvert. À part des données ouvertes qu'Aggelos a mentionné, nous avons également des référentiels qui peuvent nous fournir avec des recherches et des données scientifiques. Ici, c'est le référentiel web MapVerse qui héberge des données ouvertes issues d'études d'utilisabilité de représentants spatiales. Ce sont des données expérientielles d'études scientifiques qui sont libres et accessibles à tous.
Pour conclure, je voudrais mentionner que l'étude des données liées à la lecture de la carte est susceptible de conduire à l'amélioration de l'expérience du lecteur ou de l'utilisateur. En étudiant et en analysant le lecteur lui-même, nous pouvons créer des produits cartographiques tant efficaces que performants. Merci beaucoup à tous. Είστε εδώ. Μπορώ να βάλω. Οκ. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Bonjour. C'est un grand joie de participer, un grand plaisir que je participe à cet événement. Je suis le dernier intervenant et je suis toujours le dernier intervenant. Nous sommes fatigués tous, nous sommes très près de la fin, mais il faut aussi clôturer d'une façon qui va faire une synthèse. C'est pour ça que je vais essayer de vous parler sur les défis au champ de la cartographie, le défi pour aujourd'hui et demain. Où est-ce que nous allons? Ayant en tête l'anniversaire de la mission française de Morée qui a donné un matériel très vaste et riche. Nous connaissons que la cartographie est une démonstration du lien entre l'homme et le monde. Les cartes sont bien plus que des simples représentations, ce qui a été dit auparavant. C'est la façon de comprendre ce qui se passe autour de nous. Des premières gravures sur pierre que nous allons voir bientôt, jusqu'aux cartes numériques actuelles. Chaque carte a été un reflet de son époque, capturant non seulement le moyen, mais aussi l'espace et la manière dont les humains le percevaient. Vous pouvez ici voir quelques exemples. La première version des Michelin, des cartes Michelin, ce petit livret rouge qui est lié à la gastronomie aussi, c'est-à-dire des cartes qui sont liées à une thématique bien spécifique. On va maintenant faire une rétrospective pour continuer la discussion de M. Kranek. Nous parlons des visualisations, non pas seulement une carte d'une notion traditionnelle, mais de divers types de cartes sous des formats différents. À gauche, vous pouvez voir un cartogramme de population bien altéré pour nous donner la population. En bas, vous pouvez voir des représentations de réalité numérique pour une ville ou n'importe quel type de géovisualisation. À partir des grandes découvertes, aujourd'hui, nous parlons de cartes qui font visualiser des données, ayant des choix du cartographe, des cibles bien spécifiques dans un cadre esthétique. Nous avons parlé d'art, la carte comme objet d'art, mais je vais mentionner ceci bientôt. Bien sûr, aujourd'hui, à l'ère de la géovisualisation, les cartes deviennent des moyens de transmission d'informations encore plus puissants. C'est très célèbre à travers l'Internet, même parmi la nouvelle génération qui ne connaît pas vraiment la carte traditionnelle. Une revue historique, des cartes de grottes qui étaient basées sur l'expérience et qui démontraient un petit écosystème, nous sont passées par des pictogrammes des montagnes, des ressources premières, des roues, probablement, qui emmenaient ou qui avaient comme cible la survie. La carte devient un outil d'interpréter le monde. Depuis les cartes théocentriques des Ptolémées et du Moyen Âge jusqu'à la précision géométrique de la Renaissance. Et l'homme acquit alors la première image universelle du monde, c'est-à-dire d'une échelle très limitée parmi les premières cartes à une conscience de lui-même dans ce monde-là. Nous continuons durant le 18e et 19e siècle où la cartographie devient plus technocratique. Je pense qu'ici, vous connaissez les cartes de Cassini et la première
cartographie à une échelle nationale de façon bien détaillée dans le pays. Après les différents outils de mesure et la géodétique est très important. La carte est un outil de gestion et de pouvoir. Même actuellement, derrière chaque ligne de carte, il y a un choix humain. Qu'est-ce que nous représentons? Nous choisissons de faire représenter une partie du monde physique. Pourquoi? À quelle fin? Ce double caractère de la carte accompagne encore aujourd'hui la cartographie, à la fois scientifique et interprétatif. Il s'agit de notre conception sur une carte. Nous arrivons bien sûr au XXIe siècle, nous en avons parlé, la cartographie passe à une nouvelle ère, nous avons donné une explosion de systèmes d'information géographique, des satellites. Qu'est-ce que ceci signifie? Cela signifie un aperçu du monde physique à distance. Nous ne sommes pas là encore. Nous avons des capteurs qui viennent de Internet of Things, l'Internet des objets, et tout cela transforme la pratique cartographique, dirais-je, de façon dramatique. Vous pouvez voir ici quelques exemples. La carte n'est plus statique, c'est plus interactive, dynamique. Il vit dans nos téléphones portables, les plateformes que nous utilisons quotidiennement. Il ne contente plus de représenter l'espace, il analyse l'espace et le prédit. Nous utilisons tous les cartes pour faire voir le temps de façon inconsciente. Nous voyons les temps dans des délais de 5 jours ou 10 jours. L'IA commence à jouer un rôle primordial. Bien sûr, la cartographie en tant que science, puisqu'elle repose sur l'accumulation d'expériences et de connaissances, sur la mesure précise, le traitement statistique et la compréhension des relations spatiales, elle peut être analysée ou elle peut devenir un champ pour l'IA. Voilà, nous trouvons ici un autre cadre, car l'IA, si on se base sur les outils d'aujourd'hui, l'IA apprend à travers les données. Nous pouvons dire que l'IA fonctionne comme un cartographe, car il identifie les corrélations et propose des nouveaux moyens d'organisation. Parmi ces 3 cartes que je vous montre ici, l'une vient de l'IA. Il s'agit de cette carte en bas à droite. L'autre est une carte historique, l'autre montre des informations sur des vols, mais la carte en bas est une carte de circulation ou d'embouteillage qui est le fruit de l'IA. Bien sûr, l'art, ou plutôt la cartographie, inclut l'art aussi. En tant qu'art, elle fait appel à l'imagination, à l'esthétique et à la créativité. Une bonne carte n'est pas nécessairement précise. Elle parle à celui qui la regarde, mais il y a un grand art à respecter. Même la déviation par rapport aux règles cache un certain niveau d'art. Donc, une bonne carte parle à celui qui la regarde. Elle raconte une histoire en ayant également une esthétique, un niveau d'esthétique. Cette dimension d'inspiration, conception, d'interprétation personnelle est très difficile à être reproduite mécaniquement. C'est pour cette raison que la cartographie de haut niveau, malgré l'automatisme, est une expérience humaine. L'IA aujourd'hui et les données géospatiales, nous parlons de terabytes, mais aussi les grands modèles linguistiques, les LLM, nous avons commencé à connaître ces données, sont entrées de manière dynamique dans la cartographie. Ici, nous voyons un échec d'un premier modèle il y a 3 ou 4 ans. Je lui ai demandé de fabriquer une carte végétale de la France. Le résultat n'était pas un succès. Avec une petite modification, et j'ai dit au modèle, je vais aussi inclure les villes centrales. Nous avons eu un exemple bien meilleur. Aujourd'hui, le résultat est vraiment très bon. L'IA apprend. Ici, à droite, vous voyez une carte classique de la végétation en France.
Malgré tout ça, les cartes créées par l'intelligence artificielle ne sont plus les fruits d'un traitement exclusivement humain. Nous pouvons construire des cartes à travers des instructions en langage naturel grâce aux données géospatiales et les grandes bases de données. La carte en haut est la couverture de la Terre avec beaucoup des éléments de qualité. En plus, l'algorithme basé sur l'IA, ce qui est beaucoup plus important, peuvent reconnaître des schémas spatiaux, spécialement par des images de télescopage, ou plutôt prédire des tendances spatiales. La production des cartes devient plus rapide, plus facile, mais également davantage plus dépendant de la qualité des données. Ce deuxième usage est très hot et très à la vogue. Le LLM est à travers les cartes sur commande. Je pense que les résultats ne sont pas les meilleurs, toujours, mais on s'évolue. Maintenant, les bénéfices. Les bénéfices sont immenses. Je veux traiter de la dimension scientifique. Nous pouvons traiter des données qui étaient autrefois impossibles à gérer. Nous pouvons détecter des modèles spatiaux. Ici, à droite, vous pouvez voir le modèle sur COVID. En bas, il y a une cartographie sur la pauvreté en France. Bien évidemment, une carte, une visualisation peut aider à identifier des modèles spatiaux à plusieurs niveaux. Il y a aussi une dimension sociale. Nous passons de la théorie en pratique, des cartes basées sur l'IA qui peuvent identifier des incendies, aider à la gestion des ressources naturelles et la protection civile. Et en tout cas, la cartographie peut nous aider à prendre des meilleures décisions sur l'espace. Vous voyez une carte de l'Afrique qui démontre la vulnérabilité de l'aspect côtier. Au milieu, l'expansion des tsunamis basée sur des modèles d'IA à l'océan Pacifique, et à droite, l'intensité des séismes en Grèce sur des grandes données spatiales plutôt. Bien sûr, pour le cartographe, cette révolution change tout. Les tâches qui prenaient autrefois des semaines ou des années sont désormais réalisées en quelques minutes. Nous pouvons créer des visualisations tridimensionnelles intégrées des données en temps réel et capturer la dimension du temps dans nos cartes. Et surtout, la technologie peut nous libérer des tâches routinières afin qu'on puisse avoir du temps pour la créativité, l'interprétation et la vision, en théorie surtout. Un autre élément qui est très important est la cartographie participative. La cartographie devient de plus démocratique et participative. Nous avons des données ouvertes, des plateformes de synergie. Les citoyens deviennent des cartographes pour leur propre zone. Ils offrent leurs propres connaissances et leur visualisation. La carte est un miroir polyphonique de la société. Et voilà une des caractéristiques les plus prometteuses de notre époque sur la cartographie. À gauche, nous voyons la répartition touristique en Irlande. À droite, je pense que c'est un exemple que nous avons vu auparavant, la cartographie de l'axe routier à travers des données crowdsourcing et OpenStreetMaps. Le futur, l'avenir. Bien évidemment, nous allons vers une cartographie plus intelligente, des cartes vivantes, constamment mises à jour par des capteurs, des réseaux IoT ou des données satellites. Ce sont des cartes qui respirent, elles surveillent les mouvements, la circulation enregistre les changements, avertissent sur les dangers. La cartographie ne se contente plus d'enregistrer l'espace, mais elle participe activement à sa gestion. Cependant, comme dans toute révolution technologique, il y a de nouveaux défis, des points d'interrogation. L'IA peut reproduire des modèles existants de manière impressionnante, mais souvent sans de réelle innovation. Il y a un risque de se limiter à des variantes d'une même chose. En outre, il y a des questions éthiques qui se posent. Qui est le créateur d'une carte générée par l'IA? Qui est responsable de son exactitude? Voilà les questions qui
nous rappelle que la technologie doit fonctionner comme un outil et non pas comme substitut du créateur humain. Il s'agit des questions globalement sur l'IA. Maintenant, le rôle de l'inspiration. La cartographie, tout en étant une science, reste un art car demande de l'imagination, de l'esthétique et une vision personnelle. Une carte ne doit pas seulement être précise, mais elle doit parler au spectateur. L'IA n'expérimente pas, elle ne se ressent pas. Elle peut fonctionner comme un collaborateur pour suggérer des idées, des modèles, des combinaisons. La créativité du futur pourrait être en dialogue entre l'homme et la machine. La machine suggère, l'humain choisit, interprète et redésigne. Un autre point important est l'importance de l'expérience directe de l'espace, qui est étroitement liée à cette journée d'études et à la mission. La cartographie ne peut se résumer à des simples données. Elle requiert également une connaissance empirique et expérientielle de l'espace. Dans plusieurs cas, comme par exemple celle-ci que les étudiants acquièrent sur le terrain ou celle que les membres de la mission française, de l'expédition française ont formée pour la Grèce de l'époque. Malgré la technologie ne peut pas exister sans un contact direct avec l'espace. Le travail terrain, l'expérience du paysage, l'essence de l'espace, les relations des gens avec le lieu, tout cela va au-delà des données. La carte qui résulte uniquement par des machines, il lui manque quelque chose qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire l'expérience humaine. Ici, pour conclure, j'aimerais vous dire que la cartographie du futur sera probablement en dialogue entre la créativité humaine et la technologie intelligente. L'IA et les grandes données géospatiales nous offrent précision, rapidité et des nouveaux outils d'analyse. Mais l'expérience humaine, l'authenticité et les questions éthiques et morales fixent des limites et nous rappellent que la technologie n'est pas une fin en soi. L'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais d'améliorer la collaboration avec la machine. La carte, comme toujours, restera un miroir de notre époque, mais dans ce cas-là, elle va refléter notre relation avec la technologie elle-même. Et, pour finir, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez déjà. Ici, vous voyez, à droite, une œuvre d'art, le tableau de Johannes Vermeer, La jeune fille à la perle. Ces dernières années, il y a eu plusieurs reproductions, des centaines de versions de ce tableau avec l'aide d'IA et avec l'appui de LLM. Beaucoup sont controversés, mais il y a d'autres qui sont très impressionnants. Je pense, selon moi, il n'y a pas de version qui est similaire à l'authentique, au prototype, car Vermeer n'a pas copié un visage, mais elle a vécu l'expérience directe avec le modèle. Il était là. Et le cadre n'était pas le même. Et on a pu voir cette œuvre d'art. Le cartographe des mêmes, comme les membres de l'expédition française de Morée il y a 200 ans, lorsque dans le paysage, nous pouvons faire vivre des choses qui ne sont pas mesurables d'aucun système. L'atmosphère, l'ambiance, les sons, la lumière, l'essence, le rapport des gens avec le lieu. Et peut-être, à la fin, cette expérience directe, cette connexion expérientielle avec le monde est également ce qui gardera toujours un morceau de cartographie vivant et humain, même à l'ère de l'IA. Je vous remercie. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Avez-vous des questions? Ευχαριστούμε για τις εξαιρετικές. Merci de vos interventions excellentes. Dans quel degré cette évolution de la cartographie grâce à l'intelligence artificielle et avec cette dépiction détaillée des cartes et des vies des êtres humains représente-t-elle un danger concernant les données personnelles
alors que la cartographie continue d'évoluer? Et une deuxième question, malgré les évolutions importantes dans la cartographie, l'intelligence artificielle, tout ce que vous avez déjà mentionné, en Grèce, aux pays méditerranéens, en Espagne, en Portugal, en France, nous n'avons pas pu prédire et éviter les grands incendies, malgré le fait que, comme vous l'avez dit, l'usage de ces données peut aider à éviter les feux de forêt. Je vous remercie. Un premier commentaire, je pense l'avoir évoqué durant ma présentation, ce sont les règles, la déontologie et les sujets éthiques des grandes données. Oui, le cadre existe, mais d'une part, il faut qu'il soit appliqué et il faut l'élargir. Nous sommes ici dans une nouvelle ère. Je pense qu'il ne faut pas être ne rien exclure, mais en même temps demander l'application de règles concrètes. Selon les désastres naturels, puisqu'on parle souvent de ça dans mon département, je voudrais dire que malgré le fait que ces phénomènes naturels, dans un grand nombre de cas, peuvent être modélisés et prévus, il y a de nombreux facteurs que nous pouvons simplement pas prédire. Également pour les incendies que nous vivons fréquemment en Grèce. Il faut donc garder quelques réserves. Oui, dans certains cas, nous pouvons bénéficier de l'assistance de la technologie, mais il faut parfois aussi nous baser sur simplement l'intervention qui nous permettra de mitiguer la situation. Oui, nous pouvons utiliser la technologie si il y a un cas de séisme, par exemple. Nous ne pouvons pas peut-être le prédire avec exactitude, en tout cas avec les outils que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Mais si nous pouvons, par exemple, avoir établi un plan d'évacuation concret, voilà un usage de technologie qui pourrait aider. Nous avons également un manque, une lacune entre les développements scientifiques et l'État. Les services étatiques, les services publics fonctionnent avec des données qui ne sont pas parfois à jour. Une question de Pierre Briol. Merci pour vos présentations et je voudrais continuer sur cette question des catastrophes naturelles et des séismes en particulier. Mon propos ne concerne pas la prévision des séismes ou les plans de prévention des séismes. Il concerne une chose peut-être plus simple encore, c'est la cartographie des dégâts immédiatement après un séisme. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que la Grèce, qui est un réceptacle de nombreux séismes, possède à l'heure actuelle une stratégie en matière de production très rapide de cartographie des dégâts liés au séisme, donc le niveau de destruction de chaque maison, une à une, et est-ce que l'intelligence artificielle est susceptible d'aider au développement de cet outil? Je vais apporter une réponse en essayant d'anticiper un peu les réponses de mes deux collègues. Moi, je n'ai pas connaissance d'un tel projet sur la Grèce. Ce qui est sûr, c'est que ça a été dit dans les présentations, l'analyse automatique par vision informatisée d'imagerie récente après une catastrophe naturelle peut évidemment donner des réponses sur l'étendue de la catastrophe et les risques qui en découlent. Après, je n'ai pas de réponse précise concernant la Grèce.
mais peut-être que mes collègues qui nous écoutent peuvent ajouter à cette réponse. Κοιτάξτε, αν κατάλαβα καλά, Si j'ai bien compris, et si la question concerne la cartographie concernant les dommages liés à des tremblements de terre, oui, il existe des projets, même de l'époque du séisme de 99 à Athènes, où il y a eu un impact direct dans le tissu urbain d'Athènes. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il fallait un certain détail dans la cartographie des dommages. Ces données existent sur des cartes numériques et il y a aussi des recherches des données socio-économiques qui concernent le degré de pauvreté, les régions qui sont peut-être d'un niveau inférieur. C'était une question de la recherche de savoir si ces régions ont été affectées davantage à cause du séisme et également l'impact social qui a pu exister. Et ces données sont à la disposition de la communauté scientifique. Mais comme je l'ai déjà dit, pour la phase de la toute première réponse, la première priorité, c'est d'enregistrer les dommages concernant les bâtiments, les entreprises. C'est clair que nous avons les outils à notre disposition pour le faire. Mais encore une fois, il y a un mot-clé qui est la confirmation sur le terrain. Oui, nous avons les outils pour reconnaître des modèles, mais dans ces stades assez nouveaux, il nous faut encore une confirmation humaine. Et je voudrais ajouter à cela que l'intelligence artificielle fonctionne de cette manière en général. Quand nous développons des algorithmes, nous faisons une validation. C'est ce que M. Khalkas a dit. Nous ne pouvons pas avoir cette évaluation, cette validation sans données. Oui, nous pouvons développer des modèles, mais il faudra les valider et une fois qu'un événement est survenu, il faudra sur place examiner ô combien ce modèle a pu fonctionner de manière positive. Pour ces éclaircissements. Donc, mais alors, prenons l'exemple de la crise de Santorin en février, au début du mois de février 2025. À Santorin, également sur les îles voisines, mais surtout à Santorin, il y avait des glissements de terrain. Donc, on avait d'ailleurs, les autorités avaient demandé aux personnes de ne pas s'approcher des côtes pour le danger de tsunami, mais également pour les glissements de terrain sous les falaises. Et donc, je voudrais savoir si la Grèce, enfin si la protection civile, a procédé à la production de cartes quotidiennes ou hebdomadaires ou des choses comme ça. Est-ce que ça est à l'heure actuelle quelque chose qui est implémenté au niveau de la protection civile ou pas implémenté? Et deuxièmement, est-ce que l'intelligence artificielle est susceptible à court ou moyen terme d'apporter une contribution ou non, puisque vous avez dit qu'il faut cette vérité terrain qui est assez importante? Sur la question de pouvoir fournir en temps réel des données, je pense qu'il n'y a pas eu de telle initiative comme vous l'avez décrite, en tout cas au quotidien. Oui, des cartes, mais sans cette fréquence. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, je pense que ce danger de glissement de terrain qui est lié à des phénomènes qui portent de l'aspect géo-environnemental et donc qui ne sont pas facilement prévisibles. C'est un risque naturel assez aléatoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à la base de l'intelligence artificielle, des réseaux au niveau pré-catastrophique, avant le désastre, tant également pour évaluer le risque.
Donc, c'est quelque chose qui a été développé davantage. Et je pense que l'étape prochaine, c'est ces modèles qui apprennent par eux-mêmes. Nous savons tous que toute région ne semble pas à ces régions voisines. Oui, quelques informations peuvent être reproduites, mais c'est là le défi de pouvoir combler les lacunes. Mais le travail est fait. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Je pense que nous pouvons conclure donc sur ces derniers mots cette journée d'études. En tant que l'Institut français de Grèce, je voudrais remercier tous nos collaborateurs, l'École française d'Athènes, la maison d'édition Anavasi, l'Institut de recherche nationale. Ils sont tous ici, donc je les remercie d'avoir apporté leur soutien. Et je voudrais aussi vous dire que derrière tout tel événement se cachent des coopérations et des liens humains. C'est grâce au savoir spécialisé scientifique de Gilles, de Ragna, de M. Saïtas, nous avons pu effectuer cette première approche interdisciplinaire de l'expédition française scientifique du Morée. Et nous remercions également nos techniciens et nos interprètes. Et bien sûr, vous tous, d'avoir assisté depuis ce matin et d'avoir participé à cette conférence. Avec les intervenants, nous allons également visiter le Parlement hellénique pour voir une exposition de près. Mais en tout cas, merci à tous encore une fois.